Tony Lenné, qui a été le maître de Michel Delage, a trouvé un enfant de 11 ans. Sa mère partait une semaine, des fois en vacances, et elle enfermait son petit garçon dans un placard. Et le petit garçon elle fermait le placard à clé et elle partait en vacances. Et le petit garçon restait seul dans le placard pendant une semaine. Donc il y avait une mère, mais il n'y avait pas de mère. Et ce petit garçon, un jour, elle oublie de fermer le placard. Le petit garçon, qui devait avoir 10, 11, je ne me rappelle pas, saute par la fenêtre du premier étage et les gens voient ce petit garçon sale, affamé dans la rue, s'en inquiètent et découvrent que la mère est partie en vacances une semaine pendant que lui était sans manger dans le placard, sans rien enfermé. Ils vont au commissariat, il y a un procès et le petit garçon vole au secours de sa mère. Et ça, alors là, donc c'est pas des causalités linéaires. Euh, je pense, quand j'étais praticien, j'ai eu à vivre un cas comme ça où un couple très riche avait une maison au bord de la mer et une autre maison en montagne dans les Alpes du Sud. Et ils avaient deux garçons. Un garçon trop aimé, étouffé d'amour, et un autre garçon complètement délaissé. La signification du garçon explique la différence de réaction des parents. C'est que le deuxième enfant délaissé était arrivé au moment où sa mère entreprenait une carrière de chanteuse. Ça marchait bien. Pour le premier enfant, elle a pu continuer sa carrière de chanteuse. Au deuxième enfant, elle a dû arrêter sa carrière de chanteuse et elle reprochait à l'enfant, à cause de toi, je ne serai jamais une chanteuse. C'est toi le coupable. Et l'enfant, lui, il y était pour rien. Il est arrivé au monde, on l'avait mis au monde, il y était pour rien. Et, mais donc, cette femme me disait, pour expliquer à quel point ce fils était méchant, elle m'expliquait, déjà dans mon ventre, il me donnait des coups de pied. C'est-à-dire elle interprétait toute manifestation comme un acte d'hostilité de son garçon. Le premier était hyper couvé et le deuxième était en carence affective. Où sont les causalités linéaires là? Donc on pose une population de 77 enfants, adolescents, âgés en moyenne de 14 ans, et il a 50 questions. Il pose les 50 questions, il coche les réponses, il range les questions, et 34 ans plus tard, il retrouve les 77 questionnaires, enfin, il ressort les 77 questionnaires, mais il ne retrouve que 67 adultes, les autres sont déménagés, sont partis. Et il leur repose les mêmes questions. Mais lui, il a gardé les réponses, puisqu'il les a écrites. Et j'en ai sélectionné 3 pour dire que déjà, 34 ans plus tard, les réponses ne sont pas du tout les mêmes que celles qu'ils avaient faites à 14 ans. Alors j'en ai isolé 3. Est-ce que vous vous ennuyez à l'école? À l'âge de 14 ans, ils sont 28% à dire pour moi l'école n'est que l'ennui. À l'âge de 48 ans, ils sont 58% à dire qu'est-ce que je me suis ennuyé à l'école. C'est la même question. La représentation du passé est déjà modifiée. Deuxième question, est-ce que vous étiez populaire à l'école? À l'âge de 14 ans, ils sont 25%, c'est pas beaucoup, hein, 25% des adolescents de 14 ans disent qu'est-ce que j'étais populaire à l'école, les femmes étaient folles de moi, les garçons me courtisaient sans arrêt. Donc, à l'âge de 48 ans, ils sont plus de 1 sur 2 à dire les femmes étaient folles de moi. Ils ont donc, dans la représentation de soi, parce qu'ils ont une meilleure estime d'eux,
À 48 ans, ils ont meilleure estime d'eux à 48 ans qu'à 14 ans, où souvent, ou bien on a trop d'estime de soi, ou bien on n'a pas du tout d'estime de soi. Et à 48 ans, on a une estime variable, mais on se débrouille dans la vie, ça va beaucoup mieux. Et puis, le dernier en bas, est-ce que vous êtes humilié à l'école? Denis Offert avait commencé son travail à l'époque où les professeurs battaient les enfants. Comme je l'ai dit hier, j'ai connu ça. Hein, il y avait un prof de sciences naturelles qui, pour battre les enfants, avait une baguette de plusieurs mètres de long. Ça lui permettait, quand un enfant parlait ou écoutait mal, ou quand il voyait que l'enfant partait, il prenait sa baguette et lui tirait un coup sur la tête. Et ça réveillait l'enfant, et c'était considéré comme une méthode éducative non pénalisable. Alors qu'aujourd'hui, si un prof tape sur la tête avec une baguette sur la tête d'un enfant, on appelle les pompiers, le GIGN, on appelle. Donc, la culture est assez différente. Est-ce, est-ce que vous êtes humilié à l'école? À l'âge de 14 ans, 82% des enfants répondent: quand on me bat, je suis humilié. Mais à l'âge de 48 ans, ils ne sont plus que 30% à dire j'en ai vu d'autres, c'est pas grave, finalement j'en ai vu d'autres, c'est qu'un coup. Euh, donc ça veut dire que notre maturation, notre évolution fait qu'on juge différemment le même fait, le même phénomène. Quel serait le type d'attachement pour un enfant qui a grandi sans parents et quelle influence cela aurait-il sur ses relations professionnelles et privées et amoureuses à venir? Ça veut dire quoi grandir sans parents? Si un enfant grandit sans parents et s'il est isolé, son cerveau est altéré et la conséquence sur ses relations amoureuses, c'est une catastrophe. Il ne s'est pas aimé. Il n'a jamais appris à aimer. Comment voulez-vous qu'il aime? Si malgré tout il arrive à acquérir un métier, au moindre conflit, et dans les milieux professionnels, ça ne manque pas, hein, au moindre conflit, il ne saura pas le résoudre. Il va être désespéré ou trop violent. Donc il a pas acquis la maîtrise de la parole. Il ne saura pas s'expliquer, se défendre et demander des explications. Il ne saura pas le faire. Donc d'abord, je pense que grandir sans parents, je voudrais savoir ce que ça veut dire. Si ça veut dire grandir en isolement sensoriel, non. Ces enfants-là, leur cerveau est tellement abîmé qu'ils peuvent rien apprendre. Rien du tout. Ni parler, ni apprendre un métier, ni apprendre une relation. C'est ce que je disais hier, quand j'ai travaillé en Roumanie. S'il n'y a pas d'altérité, les enfants n'apprennent que à se balancer ou s'auto-agresser. C'est tout. Ils n'apprennent que ça. Et on le voit, il y a des enfants qui se griffent, qui se tapent la tête par terre. Les filles qui se scarifient. Je suis à la retraite depuis fin 99. Il n'y avait presque pas, en 99, quand j'ai pris ma dernière année de pratique, il n'y avait presque pas de filles qui se scarifiaient. Aujourd'hui, dans les consultations, il y a plein de filles qui se scarifient. Qu'est-ce qui se passe dans notre culture pour que les filles, plus que les garçons, éprouvent le besoin de se couper? Alors, la scarification, c'est souvent les poignets. J'en ai très peu vu, parce que quand j'étais praticien, il n'y en avait presque pas. J'ai vu un garçon, il s'est scarifié, et avec une lame de rasoir, il s'était scarifié le front. Donc, il a ouvert la porte de la consultation, et tout ce qui vient du crâne s'est très vascularisé, ça saigne énormément. Et il a ouvert la porte de mon cabinet, et il avait le visage qui ruisselait de sang. Alors la mise en scène, c'était spectaculaire, hein. Alors les coupures étaient superficielles, mais ça voulait dire quelque chose. Ce gars, qui était par ailleurs un gars adorable, voulait me dire quelque chose en se scarifiant, il n'avait pas trouvé les mots pour le dire. Alors que l'autre patiente
se scarifier son sexe, avec des coups de lame de rasoir sur les grandes lèvres. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire j'ai un sexe que je n'aime pas, ça veut dire tout le malheur vient de mon sexe, voilà ce qu'il mérite. Donc c'est un discours, c'est des signes comportementaux, c'est un discours comportemental. Moi, j'ai pas beaucoup l'expérience de ce, parce que c'est en 99, ça commençait à peine. Et là, il y a une épidémie de scarification chez les filles qui pose la question qu'aujourd'hui, dans notre culture, les filles ont un problème d'auto-agression. Il faudra demander aux jeunes qui pratiquent actuellement d'essayer d'expliquer ce phénomène qui n'existait pas il y a une génération.